Laurence De Villers, je suis professeure en IA, intelligence artificielle et éthique à Sorbonne Université et je travaille donc en pluridisciplinarité sur l'informatique appliquée aux sciences humaines et sociales, l'apprentissage machine, l'informatique émotionnelle également. Et je travaille en recherche au LISN, qui est un laboratoire interdisciplinaire des sciences du numérique, qui anciennement s'appelait le LIMSI, donc à Paris-Saclay. Et j'ai depuis 2020 une chaire en IA qui s'appelle Human Machine Affective Interaction and Ethics. Alors le cerveau connecté, qu'on appelle BCI, Brain Computer Interaction, pose de nombreuses questions éthiques, puisque pour l'instant on ne connaît pas le substrat de la pensée, et donc il y a énormément d'inconnus, si vous voulez, sur le fonctionnement du cerveau, donc on n'est pas capable de le modéliser. Donc il y a déjà des papiers qui vont sûrement trop loin dans l'idée de lecture des pensées dans le cerveau. Il y a aussi l'idée d'aller écrire dans le cerveau. Alors là, on est encore plus loin. Et il est effectivement vrai qu'à l'heure actuelle, on ne sait pas faire cela. Donc il y a une ambition importante aussi qui est liée donc au traitement médical, hein, et là c'est quelque chose qu'il faut pousser, mais pour l'instant on sait très bien que c'est pas assez précis. Évidemment c'est utilisé quand même, c'est utilisé pour les maladies de Parkinson par exemple avec succès depuis un certain temps, et je pense que il faut continuer ces études, et si elles pouvaient effectivement amener à progresser dans le traitement de ces pathologies que sont Alzheimer, Parkinson et toutes les pathologies neurodégénératives, ce serait un apport incroyable. Alors, il y a aussi une distinction fondamentale dans ces technologies donc de brain-computer interaction qui sont que soit on utilise un casque qui est non invasif pour aller chercher effectivement les ondes cérébrales, soit on met des électrodes, des nanoélectrodes directement dans le cerveau. Et donc, on se rend bien compte que le casque, on peut l'enlever facilement et que l'électrode, une fois qu'elle est posée, eh bien, elle va être difficile à enlever. En tout cas, la personne n'en est pas capable. Donc, elle est augmentée de cette technologie et le retour à la normale, c'est-à-dire si on imagine sans ces électrodes, n'est pas toujours évident. Donc, cela pose aussi ce problème d'être dépendant là de la technologie. Dès lors que vous mettez des puces pour augmenter des capacités de quelqu'un, quels vont être les effets secondaires? Sur quelle partie cela joue? Est-ce qu'il y a des injustices du coup entre les gens qui seraient augmentés de cette manière et les autres? Et puis, est-ce qu'on est toujours maître de ses pensées? Voilà, donc ces sujets sont éminemment complexes et éminemment liés à des problématiques éthiques. Mais heureusement, on n'en est pas du tout là, on n'est pas du tout encore à ces types de technologies, hein, même si on entend des gens comme Elon Musk, Neuralink, qui est une start-up qu'il a créée en 2016, dire que c'est pour demain, en nous montrant 3 cybercochons à la télévision. Donc Elon Musk prévoit un grand nombre de projets très ambitieux, hein. Il n'est pas à une exagération près, hein. Il prévoit que donc sa technologie de nanoélectrode permettra de lire et écrire dans les neurones à l'échelle individuelle. Bon, et ça, je pense que c'est un propos très marketing, même si il est en train de développer une technologie de nanoélectrode extrêmement intéressante. Il n'est pas du tout avéré, ce n'est pas scientifique de dire que l'on pourra lire et écrire dans les neurones à l'échelle individuelle. C'est absolument faux. Ce qui est important de comprendre, c'est que les GAFA, en tout cas, les géants du numérique, s'intéressent énormément à cette technologie. Et donc que ce soit Google, Facebook, Neuralink, ou autres, il y a des laboratoires qui travaillent sur, ces sujets, hein. Ray Kurzweil, par exemple, de Google, dit que, on aura très bientôt, en fait, la possibilité d'aller, lire et écrire dans le cerveau, hein. Des explications qui sont très peu scientifiques pour dire, voilà, demain, on pourra collecter et émettre des idées dans les cerveaux des gens, hein. Dans cet univers sur le cerveau connecté, il y a effectivement 2 aspects. Un aspect qui pourrait être très profitable pour l'humain, où on va chercher, à décrypter, des images ou, des paroles que la personne,
pense dans sa conscience. On va essayer de le décrypter avec une technologie invasive ou non invasive, suivant les cas, mais en respectant l'humain. Et puis, il y a cette idée derrière du transhumanisme, c'est-à-dire qu'on va augmenter l'humain de capacité grâce à la technologie, grâce à la machine, et on va jusqu'au cyborg. Là, se posent vraiment des questions de réversibilité. Est-ce qu'on sera capable d'enlever les mécanismes qui font qu'on est augmenté? Est-ce que ça sera sans dommage pour la nature même de l'humain? Est-ce qu'on crée des inégalités entre les hommes transhumains augmentés, on va dire, ou qui sont cyborgs, et puis les autres? Qui aura accès à ces technologies? Est-ce que ça sera effectivement sans risque, non seulement pour la santé, mais aussi de contrôle à distance, hein, puisque à chaque fois qu'on va mettre de la technologie, on peut imaginer pouvoir la hacker. Et il y a des sujets donc de cybersécurité extrêmement importants à imaginer en même temps. Le rôle de l'éthique, c'est de préparer les lois sur ces sujets. Et il faudra des lois. Que ce soit l'UNESCO, que ce soit le CNPEN, donc le Comité national pilote d'éthique du numérique, que ce soit l'OCDE, que ce soit I3E, il y a des travaux en cours, et dans tous les pays, hein, il y a des travaux en cours sur des réflexions éthiques autour de ces sujets. Alors principalement dans les pays qui sont avec une politique plutôt de démocratie, on va dire. Hein. Mais il ne s'agit pas seulement de prendre conscience, il faut aussi trouver des actions pour contrecarrer. Alors, la seule façon de faire, c'est de passer pour l'instant par l'élaboration derrière de lois qui interdiraient d'utiliser ces technologies. Les lois prennent du temps, les technologies avancent vite. C'est pour ça qu'il est important qu'il y ait beaucoup de centres différents qui réfléchissent sur ces sujets pour préparer en fait des futures lois sur l'utilisation des technologies invasives comme celle de Neuralink, qui seront forcément brûlantes. Alors on sait qu'aux États-Unis c'est le cas. Hein. Ils veulent faire à Neuralink des essais en fait sur des personnes handicapées, des personnes des humains, et pour l'instant, ils n'ont pas l'autorisation de le faire. Les premiers tests qui ont été faits sur des cochons, hein, ils parlent de ces cybercochons, avec l'idée aussi d'implanter et d'enlever les implants et de montrer que le cochon va toujours bien. Je crois que c'est pas suffisant. L'étape suivante dont j'ai entendu parler, c'est qu'ils veulent tester sur des grands singes. Moi, j'ai très peur que, effectivement, il n'y ait pas assez de garde-fous et que des personnes en souffrance puissent être utilisées comme des cobayes.